Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler des usages, on va parler des besoins, on va parler de vos envies, de nos envies et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, créateur de podcasts et Apple enthousiaste. Et je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt, ça va très bien. J'étais en train de rire toute seule parce que ton terme Apple enthousiaste, je trouve c'est limite religieux. Évangéliste Apple? Ouais, c'est ça, c'est mieux que fanboy, mais ça fait un peu religieux. Alors, j'ai rien contre la religion, mais je trouve ça plutôt marrant. Il va falloir réfléchir à un autre terme. Hey, tu sais, hein, dans la tech, on est très bon pour inventer des nouveaux termes. Alors, je vais en inventer un autre, il n'y aura pas de problème. Je vais te préparer ça pour le prochain épisode. Audrey, quoi de neuf depuis le dernier épisode que nous avons enregistré avec Sébastien? As-tu connecté complètement ta maison? Non, toujours pas. Je ne pense pas que je le ferai. Mais encore une fois, hein, la domotique, c'est super pratique quand ça résout des problèmes. Voilà. Effectivement, et puis on n'en avait pas parlé avec Sébastien, mais moi j'ai eu certains soucis, parce que bon, il y a HomeKit, on en a parlé, on va en reparler, et ainsi de suite, mais quand nos appareils tombent en panne, tous nos raccourcis, tous les automatismes qu'on a mis, des fois il faut reconfigurer certains trucs. Alors ça peut être parfois compliqué, la domotique, effectivement, mais si vous nous avez écoutés, vous savez qu'il faut faire ça avec précaution et qu'il faut être vraiment en phase avec ses besoins et ses envies. Audrey, on a un retour d'un auditeur, Fred en fait, qui a apprécié notre dernier épisode, qui nous a écrit et qui nous dit ceci. Super le dernier podcast. Vous avez mis les mots sur ce que je ressentais inconsciemment depuis l'acquisition de mon Apple Watch Ultra il y a 3 mois. Porté 24 heures sur 24 depuis, je viens de finir le podcast et de mettre ma montre sur les annonces du Bon Coin. Je me sens comme, libéré d'une charge mentale. Tous ces tracas, compteurs commençaient à me rendre fou. Grand merci pour votre super travail, Fred. L'épisode de l'Apple Watch qu'on a fait il y a quelques semaines, j'ai eu plusieurs commentaires. Et toi? Ouais, j'ai eu pas mal de retours aussi de gens qui trouvent ça bien de se questionner sur toutes ces technologies qui nous entourent. Alors, je pensais pas qu'on allait provoquer la vente d'Apple Watch, mais la vente dans le sens, pas depuis chez Apple, mais vers le Bon Coin. Donc, on a fait un peu l'efferverse de notre épisode où on avait parlé de l'Apple Watch la première fois. Bien sûr, notre but, c'était pas que vous vous sépariez de votre Apple Watch, c'est juste de se poser des questions et savoir l'enlever de temps en temps pour retrouver un peu de notre nature humaine. Oui. Tout à fait. Écoute, moi, j'ai enregistré un épisode de Relife avec Julien et Guillaume ils m'en ont parlé pendant l'émission. Alors, si vous voulez entendre les réactions qu'on a pu avoir ou même les réactions de Guillaume par rapport à cet épisode-là, c'est une suite, hein. Faut écouter du Apple différemment, faut écouter la chaîne de Audrey, faut écouter d'autres podcasts pour comprendre un peu tout notre écosystème dans lequel on vit. Moi j'ai eu le commentaire suivant, Audrey. Il y a quelques années, vous nous avez vendu l'Apple Watch, on en a acheté une, et là vous nous avez fait un épisode qui nous dit qu'il faut plus avoir d'Apple Watch. Qu'est-ce qu'on fait avec vous? C'est vrai que des fois, on est très enthousiaste et on réfléchit après. J'en prends note. Le message que moi, j'entends par rapport à cet épisode qu'on a fait sur l'Apple Watch, c'est qu'il va falloir que je sois moins enthousiaste quand je vends des produits Apple ou quand je vous vends des produits Apple. Des fois, je pourrais peut-être susciter des achats. Peut-être pas bien réfléchis. Alors, j'en suis fort désolé, mais en tous les cas, c'est important d'avoir du recul sur les technologies qui nous entourent, comme on a fait dans le dernier épisode sur HomeKit. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Audrey a amené son grain de sel et c'était fort à propos parce que sinon, on allait faire un épisode complètement tech, à quel point c'est cool d'avoir HomeKit. Mais là, Audrey nous a dit, attention, faut réfléchir avant d'acheter. Merci beaucoup. Audrey, dans les actualités, j'en ai pas beaucoup ce mois-ci. J'en ai une qui m'a interloqué parce que
je trouve que il y a un match avec ce que tu fais toi et je trouve ça super intéressant. Apple va intégrer dans ses boutiques au niveau des États-Unis, en fait, de la visioconférence avec des gens qui vont t'assister en live. Et comme je sais que tu as longtemps fait du soutien, du support aux gens directement avec ta compagnie, je trouvais ça intéressant de te voir réagir par rapport à cette nouveauté qui, dans le fond, c'est un FaceTime avec un vendeur de chez Apple, mais je trouve ça cool, à quelque part, qu'on mette dans la technologie un aspect humain. Et puis, je sais que toi, ça te tient à cœur. Est-ce que tu avais vu cette actualité-là? Alors oui, j'ai vu ça. Alors, est-ce que ce n'est pas quand les gens sont sur le site d'Apple et Oui, c'est ça. D'accord, donc en fait, c'est un chat amélioré, puisqu'on passe à la vidéo. Je trouve ça vraiment génial qu'Apple mette ça en place. Alors, bien évidemment, ça reste des conseillers ou des vendeurs. Ils sont pas là pour résoudre des problèmes ou quoi, mais voilà, ils vont dire j'imagine un peu le type de conversation, mais est-ce que je vais pouvoir faire ça avec mon iPhone? Pourquoi? Parce qu'apparemment, ça sera vraiment limité à l'iPhone au départ. Donc, moi, je trouve ça vraiment très bien. Je pense que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui pour les gens, c'est qu'on réponde tout simplement à leurs questions, des questions qui paraissent idiotes pour les gens qui les posent, mais pas du tout pour les gens qui vont y répondre. Moi, j'avais beaucoup de clients qui me disaient j'ai une question, bon, ça va vous paraître bête, hein, mais comment est-ce qu'on peut faire ça, ou est-ce que avec mon iPhone je vais pouvoir faire ça? Et en fait, aucune question n'est idiote. Et je trouve ça bien qu'Apple se rapproche des gens, même si c'est de la vente en ligne, qui a un conseil équivalent à ce qu'ils peuvent trouver en boutique, en fait. Et du coup, je trouve ça bien. Ça va demander pas mal de personnel. Je sais pas comment ils vont gérer ça. Ouais, c'est fou. Ouais. Ouais, on va voir ça. Bon, c'est que pour les États-Unis pour l'instant. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore en place, mais à venir. Donc, on verra. Mais je pense que ça va pousser les gens à éteindre les derniers doutes qu'ils pouvaient avoir, à savoir est-ce que je passe d'un Android à un iPhone. Je pense que les gens qui vont être derrière ces écrans vont être bien briefés pour trouver les bons arguments. D'ailleurs, en parlant d'iPhone, on a un iPhone jaune qui est sorti. Ben oui! Et puis la publicité, est-ce que tu l'as entendu? C'est Lio Banana. Eh oui. Et notre Lio national. Et j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, peut-être que ça va plaire à Audrey, un iPhone jaune. Est-ce que tu as craqué? Non, j'ai pas craqué. Commence à me poser la question de prendre le prochain iPhone 15 qui sortira cet automne pour remplacer mon 12 mini. Je vais voir. Faut que je vois. Puis bien sûr, on verra les tarifs. Si ça continue d'augmenter, ça va devenir compliqué de s'acheter l'iPhone haut de gamme. Voilà. Après, il y a des choses que je ne peux pas faire, que des technologies que je n'ai pas sur mon 12 mini qui sont sur le 14 Pro, comme le Dynamic Island ou l'écran toujours allumé. Voilà, je commence à recevoir des questions à ce sujet-là, donc il va falloir que je réajuste mon équipement. Mais non, je pense pas que je vais craquer pour le jaune, même si j'adore le jaune. Il m'a l'air un peu palo quand même. Le jaune de l'iPhone XR était très beau, d'ailleurs, je l'ai encore. Non, je vais pas craquer pour le 14, mais peut-être le 15 à la rentrée. Et toi, est-ce que tu vas craquer? Je songe à peut-être juste changer la batterie de mon iPhone 11 que j'ai encore pour lui donner une seconde vie. Je vais voir les prix. C'est vraiment un budget. Et c'est très très très. C'est un bloquant hein, pour moi. Ce que je vais mettre dans l'iPhone, c'est des activités que je fais plus en famille. C'est tout simplement ça. Contrairement à toi, moi je fais pas des vidéos avec mon iPhone où je monte ou monter des formations, alors j'en ai pas nécessairement besoin. Je peux comprendre que toi t'as presque pas le choix d'essayer de suivre aux 2-3 générations. Non, je craquerai pas pour le jaune, ça c'est clair. Par contre, je vais vous donner une idée parce que en entreprise dans laquelle je travaille, ils ont fait ça et je trouve que c'est une super chouette idée. Dans l'entreprise où je travaille, on a changé la flotte complète des iPhones. C'est plus d'une centaine d'iPhones. Évidemment, on a pris du SE. Ouais, c'est une gamme d'entreprises qui est quand même intéressante. Prix, qualité, performance.
mais on a acheté des SE RAID. Je trouve que l'idée d'acheter des produits RAID et d'acheter en masse du produit RAID est super intéressant parce que ça fait des dons pour la recherche contre le cancer. Et quand vous avez une entreprise, c'est le genre de petits gestes que vous pouvez faire. On n'avait pas le choix de changer le parc des iPhones. Tant qu'à changer le parc des iPhones, pourquoi ne pas contribuer un petit peu dans une certaine partie en achetant du produit RAID, parce que Apple reverse certains montants de ça pour la recherche. Alors j'ai trouvé ça très très cool. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est une belle action. Mon iPhone 12 mini est rouge et je l'avais acheté aussi pour ça, pour la recherche médicale. C'est clair que ça coûte rien de prendre cette version-là. Et puis, ça serait bien qu'il y ait d'autres produits Apple qui soient déclinés en Product Red. Voilà, pourquoi pas. Il y avait, je me souviens, moi, chez Amazon, du côté des Echo, il y avait une enceinte Echo Product Red, parce que c'est pas juste chez Apple, Product Red, il l'a dans d'autres compagnies. Je l'ai pas vu souvent ailleurs, là, effectivement, mais je l'avais vu chez Echo. Alors, ça serait bien que le prochain Echo mini rouge, il soit Product Red, peut-être, par exemple, ou l'Apple Télé, par exemple. Ouais, il y a Fiat qui avait fait une Fiat 500 électrique Product Red. Une voiture toute rouge, ouais. À l'intérieur rouge et tout, fallait aimer le rouge, mais je trouvais ça sympa de voir cette comment on appelle ça, cette citadine. Non, Product Red, je sais pas comment ça s'appelle, une labellisation, je sais pas trop comment définir ce concept, mais je trouvais ça bien de voir ça sur une voiture, et puis pourquoi pas, ça serait bien de l'appliquer sur d'autres produits du quotidien, quand tu achètes des tomates, voilà. C'est déjà pas mal produit RAID, effectivement, une tomate, pourquoi pas. Autre actualité qui m'a fait un peu sourire, parce que c'est là où tu te rends compte que les gens ils lisent pas vraiment quand il y a des publications sur Twitter. J'ai vu quelqu'un passer sur cette actualité sur Twitter. Chez Apple, on assiste à une vague de départ des cadres. Et puis la personne qui l'a tweeté ou retweeté ou repouetté sur Mastodon, je me souviens plus où je l'ai vu, disait chez Apple aussi, ils mettent des gens à la porte. Non, non, ils mettent pas des gens à la porte. En fait, c'est des retraités. Parce que il y a beaucoup de personnes chez Apple qui sont arrivées à peu près au même âge, une douzaine de dirigeants en fait chez Apple, et qui ils vieillissent, et puis il faut qu'ils partent à la retraite eux aussi. Alors voilà, il va y avoir du renouveau chez Apple dans les prochaines années. On sait que Tim Cook aussi vieillit, qu'il va falloir penser à peut-être avoir un dauphin chez Apple, on va voir. Mais bref, non, c'est pas une vague de départ chez Apple. Il y a des gens qui prennent la retraite et ça arrive, c'est normal. Par contre, on sait qu'au niveau de la tech en ce moment, il y a beaucoup de mises à pied chez Facebook, chez Google, chez Microsoft, un peu partout. Chez Apple, ils en ont pas de mise à pied. Pas parce que ils gardent toutes les personnes qu'ils avaient embauchées. C'est parce que pendant que tout le monde embauchait de manière massive, Apple a embauché de manière un petit peu moins massive. Il était un petit peu moins gourmand chez Apple. Mais par contre, ils ont décidé de faire attention sur certaines primes, couper là-dedans sans forcément couper le personnel. Alors, c'est des petites idées pour les entreprises. Au lieu de couper carrément les employés, peut-être couper certains trucs puis l'expliquer aux employés. Apple va retarder les primes des employés dans certaines équipes et vont passer de 2 primes par an à 1 prime. Ils élargissent aussi également les efforts de réduction des coûts en essayant de ralentir l'embauche de davantage de postes et en limitant le déplacement des personnes à l'interne de l'entreprise, des voyages, exemple, et en examinant davantage les budgets. Alors bref, pendant qu'il y en a qui foutent les gens à la porte, qui se foutent des humains, il y en a qui font attention et qui sont un petit peu plus précautionneux des gens. Et ça, moi, j'apprécie ça de chez Apple totalement. Alors, c'est pas juste du fake qui vous vendent des iPhones avec un FaceTime pour vous rendre la compagnie humaine. En arrière aussi, ils sont humains chez Apple. Et ça, je trouve ça cool. Ouais, c'est toujours un bon signe de bonne santé et de mentalité d'entreprise quand on évite les licenciements en masse comme il y a chez Facebook en ce moment. Je crois que j'ai encore vu hier 10 000 employés qui vont être licenciés. C'est vraiment la cata chez Facebook, chez Twitter aussi. Donc non, c'est une bonne nouvelle en fait quand une entreprise, en période de crise bien sûr, ne licencie pas trop
ou du moins essaye de trouver d'autres façons de faire des économies et de privilégier l'humain. C'est important, l'humain. C'est important. Oubliez pas jamais ça. Audrey, aujourd'hui, le dossier. Un dossier simple, mais complexe à la fois. On va parler de capacité de stockage. Oui. Alors, c'est pas hyper sexy, je vous Non. l'accorde. Mais quand on doit acheter un appareil Apple, je crois que c'est la première question qui vient, au-delà du choix de la couleur. C'est quelle capacité de stockage on prend. En fonction de l'appareil qu'on achète, ça va varier. En fonction de son usage, ça va du simple au double, au triple, au quadruple. Donc, on a le choix aujourd'hui. On se souvient tous de l'iPhone avec 16 Go octets de stockage. Je pense qu'il nous a un peu tous traumatisés parce qu'on pouvait rien faire. On pouvait pas faire de mise à jour. C'était très compliqué. Il est resté très longtemps au catalogue. Le 8 Go aussi, hein, je me souviens. On a eu du 8 Go. Mais je crois qu'il a été quand même écarté plus vite que le 16 Go. Parce que 16 Go, bon, c'était très compliqué. Il fallait vraiment faire que téléphoner et avoir 3 applications. Et on se retrouvait vite bloqué. Donc oui, dans cet épisode, j'avais envie qu'on aborde ce sujet-là, qu'on partage l'un et l'autre nos expériences et les choix qu'on fait quand on change d'appareil. Et aussi, on va bien sûr intégrer le cloud qui permet de gagner de la place, mais quand c'est bien configuré, quand c'est bien réglé, quand on sait ce qu'on fait. C'est pas forcément une solution miracle non plus. Non, effectivement. Alors, le cloud, c'est l'hébergement dans des ordinateurs de chez Apple de vos données. On en a déjà parlé dans un autre épisode. Hein, il y a des moyens de sécuriser ça. Apple a aussi des couches de sécurité de base que les autres compagnies n'ont pas. Alors, on va pas aborder la crainte du nuage, du cloud, mais on va aborder le stockage en termes d'espace parce que, on a des vidéos, on a des photos, on a des applications, on a des jeux, et puis, ça détermine aussi le prix de nos appareils, Audrey. Oui, c'est vraiment très cher comme option. Hein. C'est en moyenne, par exemple, pour un Mac, si on passe du modèle 256 Go à un modèle 512, on va facilement devoir sortir 250 € de plus, donc c'est pas rien. C'est pas une option à négliger, mais c'est une option à prendre en compte au-delà du prix d'entrée de gamme qui va malheureusement compter peu d'espace de stockage. Apple a toujours été radin sur cet aspect-là. On a toujours râlé que un Mac avec 256 gigaoctets de stockage, mais c'est pas assez. Enfin voilà, on a toujours un peu râlé là-dessus et a raison, parce que clairement Apple, entre ça et la mémoire vive, la société est plutôt radine, donc on va en parler. Alors, le stockage d'un appareil, que ce soit un Mac, un iPhone ou un iPad, il est exprimé en gigaoctets, donc en Go. Certaines personnes disent Go, mais c'est gigaoctets, on dit gigaoctets. Donc c'est sa capacité. C'est l'espace qui est disponible et sur lequel va être enregistré tout, c'est-à-dire le système, les applications, vos données, certaines sauvegardes temporaires, vos mails, enfin bref, tout ce qui est contenu va être stocké sur votre disque dur. Alors maintenant, on est équipé en SSD, donc c'est en gros des disques durs non mécaniques. Ce sont des espaces de stockage, des petites puces comme ça, qui sont additionnées les unes aux autres pour offrir une capacité de stockage globale. Et vous pouvez donc accéder à tout ce contenu lorsqu'il est bien sûr stocké sur votre appareil. Et si un élément est stocké sur iCloud, il est symbolisé par le petit nuage avec la flèche qui va vers le bas. Donc c'est pour vous dire que le fichier est accessible, mais qu'il est sur iCloud. Donc si vous n'avez pas de connexion Internet, malheureusement, vous ne pourrez pas le récupérer. Donc toute cette zone de stockage, en fait, doit être choisie au moment où vous achetez votre produit parce qu'elle n'est pas évolutive. C'est ça. Voilà, c'est matériel, c'est une puce qui est dans votre appareil. C'est très compliqué à changer aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a 10 ou 15 ans, on enlevait le disque dur, on en mettait un autre et c'était reparti. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible à faire. Du moins, je m'y risquerai pas et je crois même pas qu'Apple permette ce genre d'évolution dans ses stores. Hein. Faut vraiment faire le bon choix dès le début. Donc, on va voir ça. Et bien sûr, ce choix de capacité dépend de ce que vous allez faire avec vos appareils. Il y a des appareils sur lesquels vous allez avoir besoin
de beaucoup de stockage et d'autres beaucoup moins. Moi, j'ai une moyenne. En général, je prends, quand j'achète un Mac, je le prends avec 1 Teraoctet de stockage. Pourquoi ? Tout simplement parce que je fais du montage vidéo et que la bibliothèque de Final Cut Pro, qui me sert à faire mes montages vidéo, est une bibliothèque qui grossit à vue d'œil à chaque montage. Et donc, je dois constamment, même avec 1 Teraoctet de stockage, aller vérifier. Elle arrive, des fois, elle fait 600 gigas à elle toute seule, quand j'ai monté plusieurs vidéos. Donc, il faut que je la nettoie pour l'alléger. D'ailleurs, dans les notes de l'émission, je vous mets un lien vers un tuto vidéo que j'ai fait pour gagner énormément de place sur la bibliothèque de Final Cut Pro. Si vous faites du montage vidéo, ça vous sera utile. Et vous allez repasser comme ça une bibliothèque qui a une taille tout à fait normale de quelques gigas, alors que vous partiez au départ sur du 400-500 gigas. Donc moi, pour mes Macs, c'est 1 Teraoctet minimum pour ma machine principale. Si demain je dois acheter un MacBook Air, je vais plutôt prendre, je dirais 512, ça serait largement suffisant. Alors je prendrais pas forcément 512 parce que j'en ai besoin, c'est aussi un argument pour la revente. Donc ça, on va en parler aussi après. Absolument. Toi, Mathieu, pour ton Mac Mini, t'as pris quoi comme stockage ? Alors, pour mon Mac Mini, j'ai pris 512 gigas. Je fais pas autant de vidéos que toi pour ma chaîne YouTube. Je fais toutefois beaucoup de podcasts, alors j'ai quand même besoin de plus que le 256 de base. Alors, j'ai extensionné ça. Dans mon cas, j'ai 2 services de stockage alternatifs, c'est-à-dire en dehors de mon Mac Mini. J'ai d'abord un espèce de, on appelle ça un NAS. Vous voyez ça comme un gros disque dur qui est branché sur mon réseau à la maison, qui est accessible de tous mes appareils, alors que ce soit mon iPhone, mon iPad, mon Apple Télé ou mon Mac, je peux accéder à mon NAS. Et moi, j'ai pris ce pari-là qu'avec un NAS, j'avais besoin d'avoir un peu moins de stockage sur tous mes appareils en général. Parce que mon NAS va centraliser mon stockage. Alors, typiquement, mes photos, mes vidéos personnelles, mes fichiers, mes documents, lorsqu'ils sont plus gros, ils vont sur mon NAS. Et j'ai des mécanismes quand j'ai pas utilisé depuis longtemps certains fichiers, ça va directement sur mon NAS. Alors, j'ai cette facilité avec la technologie. Et j'ai aussi l'abonnement 2 Tera de iCloud qui fait que moi, j'ai déporté le stockage de tous mes appareils sur d'autres moyens. Alors, le cloud et mon disque dur réseau en interne. Mais si j'avais juste ça comme Audrey, je vous conseillerais effectivement beaucoup plus de stockage parce que tout simplement les photos, tout simplement les vidéos. À chaque année, les appareils photo des iPhones sont de meilleure qualité, mais ça veut dire aussi qu'ils prennent des plus gros fichiers lorsque vous filmez et vous photographiez. Et maintenant, on en prend beaucoup de photos. Alors oui, je serais un peu enclin, comme toi, à aller dans du plus gros stockage pour un Mac Mini, par exemple. Alors oui, c'est vrai que c'est l'importance du cloud, ça doit entrer en considération parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui me disaient mon Mac est saturé et c'est mes photos qui prennent toute la place. Donc, en effet, quand les gens achetaient un MacBook Air ou un MacBook Pro avec 128 gigaoctets de stockage ou 256, c'était vite saturé. Oui. Parce que photo, parce que vidéo, parce qu'on prend pas forcément le temps de faire du tri régulièrement. Donc, ça prend énormément de place. Et c'est vrai que grâce à l'option d'optimisation du stockage iCloud des photos, on peut, même si on a une photothèque qui fait 100 gigaoctets, en optimisant le stockage, faire en sorte qu'elle prenne que 5 ou 6 gigaoctets sur le disque dur du Mac. En contrepartie, bien sûr, il faut un abonnement à iCloud et il faut un espace de stockage sur iCloud assez important pour pouvoir stocker toutes nos photos et nos vidéos. Donc ça, c'est un calcul à faire. Mais c'est clair que concernant la revente, n'oubliez pas que vous allez revendre votre Mac peut-être dans 5 ou 6 ans et que ses capacités de stockage vont forcément évoluer. Même si ça fait quelques années que ça évolue, mais tout doucement, hein. Apple on n'est pas passé du simple au double en moins de 5 ans. Mais clairement, dites-vous que c'est toujours un argument bon pour la revente de prendre la capacité de stockage, non pas d'entrée de gamme, mais juste celle supérieure. Donc en général, c'est 512 gigaoctets pour les Mac.
Audrey, vous parlez, ce qui trahit, parce qu'on se comprend, ce qui trahit un petit peu notre âge, vous parlez de disque dur. Faites attention quand vous achetez des produits Apple usagés, un iMac usagé, un Mac mini usagé, en pensant que c'est cool, il y a 1 giga. Vérifiez bien, c'est important, que ce soit du SSD, parce que le SSD versus un disque dur HD, vous allez voir cette définition-là souvent sur les étiquettes, HD versus SSD. Il y en a un qui va à une vitesse foudroyante, puis il y en a un autre qui va vraiment pas vite. Et les anciens produits Apple avaient des disques durs. Puis pourquoi on les appelle disques durs? C'est parce qu'il y avait vraiment concrètement un disque qui tournait dans l'appareil à très haute vitesse. Il y en avait plusieurs superposés en métal dans une boîte et ça tournait. Mais la limite physique pour tourner avait été atteinte à 7000 ou 9000 tours minute, je pense. Et c'est pour ça qu'on a été plus vers le SSD. Par contre, le stockage a beaucoup diminué quand on est passé du disque dur le HD au SSD, parce que créer un SSD coûte beaucoup plus cher que créer un disque dur. C'est pour ça que ça fait peut-être 10 ans qu'on a vu dans certains cas les appareils avoir moins de stockage ou, à tout le moins, stagner, comme dit Audrey, entre 256 512. C'est parce que la technologie coûte beaucoup plus cher SSD, mais elle est vraiment fulgurante en termes d'écriture puis de lecture. Alors, on a gagné en rapidité, mais d'un autre côté, on a gagné en capacité. On a perdu en capacité. Oui, c'est vrai que ce passage-là a été assez marquant. On se disait, on gagne en vitesse, mais on perd un peu en capacité de stockage. Donc, voilà. Et le cloud est arrivé un peu en même temps, les gros espaces de stockage sur le cloud. Donc, voilà, tout ça, bien sûr, tout ça, c'est derrière nous. Il n'y a plus de Mac vendus avec des disques durs. On est à 100% SSD, que ce soit sur Mac, iPhone ou iPad. Mais c'est vrai que si vous achetez d'occasion, c'est un élément à prendre en compte. Et il y a eu aussi le Fusion Drive, tu te souviens? Oui. C'était un peu l'arnaque. Avec les deux. Non, je suis méchante, mais ouais, en gros, c'était sur l'iMac qu'il y avait ça. Le Fusion Drive, c'était un petit SSD couplé à un disque dur mécanique. Et sur le SSD, il y avait le démarrage du système et certaines données, ce qui donnait une impression de vitesse quand on utilisait l'ordinateur. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend plus compte aujourd'hui, mais avant, quand on enregistrait un fichier, on avait la petite barre. Je me souviens quand je faisais des montages d'images sous Photoshop, on faisait pomme S, parce qu'à l'époque on disait pomme S, on faisait commande S, pomme S, et là on se disait bon, je vais me faire un café. On a connu ça. On n'est pas si vieux, mais on a connu les enregistrements qui prenaient des plombes et les disques durs qui grattaient, qu'on entendait. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on enregistre et on ferme le fichier d'office et tout ça va très vite. Ça n'empêche que cette notion de capacité elle est toujours présente. Alors en plus des vidéos, des photos, des bibliothèques de montage vidéo qui prennent beaucoup de place, il y a aussi, ça je l'ai remarqué chez des clients, les épisodes de podcast. Semblant de rien, quand tu es abonné à 30 podcasts et que les épisodes se téléchargent automatiquement, ça remplit le disque dur, l'espace de stockage super rapidement. Donc faites attention à vos réglages de podcast. Et pour le Mac, de la même manière, si vous sauvegardez votre iPhone ou votre iPad sur votre Mac, les sauvegardes iOS et iPadOS prennent énormément de place. Ça peut vous prendre 80 gigas sur le disque dur de votre Mac, alors que clairement, sauvegarder sur iCloud, c'est 1000 fois plus simple et automatique. Donc au niveau des Mac, au niveau par exemple le MacBook Air, je crois que c'est le Mac qui a la plus petite capacité de stockage d'entrée de gamme, on est à 256 gigaoctets. Si c'est votre machine principale, encore une fois, posez-vous la question, à savoir si vous n'allez pas passer à l'option supérieure. Et ça monte jusqu'à 8 teraoctets, donc 8 teraoctets c'est 8000 gigaoctets à peu près, pour les Mac Studio et les Mac Pro. Donc il y a vraiment une gamme de stockage qui est assez étendue, et toutes ces options-là sont disponibles quand vous achetez votre Mac chez Apple, sur le site d'Apple. Quand vous faites acheter, vous avez plusieurs options, la couleur, etc., et vous avez capacité de stockage. Donc ça, c'est très important pour le Mac. Est-ce que tu t'es acheté un Mac, un portable récemment? Oui, alors je me suis acheté un... Bon,
je vais trahir mon âge et le fait que je suis nostalgique. Je me suis acheté le MacBook Air, mais pas le nouveau. Parce que, d'abord, il coûte vraiment plus cher que l'ancien. Et puis, je préfère l'ancien design. Tu sais, celui qui était dans l'enveloppe que Steve Jobs a présenté, biseauté un peu, c'est lui que j'aime. C'est ça, le MacBook Air pour moi. Alors, j'ai acheté un MacBook Air, mais j'ai acheté un MacBook Air d'entrée de gamme, carrément. Alors, j'ai acheté celui 8 Go seulement, avec la puce M1, avec juste 256 Go, parce que pour moi, c'est juste une machine à écrire. C'est pas ma première machine. Ma première machine, c'est mon Mac Mini. Et puis, j'ai pris plus de stockage. Et puis, moi, j'ai considéré le fait que j'ai des disques durs externes et puis le cloud. Alors, si vous n'avez pas tout ce que je viens de vous dire là et que c'est votre première machine, suivez rigoureusement le conseil d'Audrey. Faites attention au stockage. C'est vite limitant dans le travail et puis vous allez perdre du plaisir à travailler avec votre machine. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand on passe son temps à devoir surveiller son espace disque, à se dire mince, je peux pas avancer là-dessus parce qu'il faut d'abord que je fasse de la place. Enfin, clairement, c'est plus possible à notre époque d'avoir des limitations comme ça. Donc voilà, mettez un peu plus cher, en effet, comme je disais, c'est une option sur les Mac à 200-250 €. Mais que ce soit pour le confort de travail, que ce soit pour la revente, c'est tout bénef au final. Et n'oubliez jamais que les Macs, ça se revend très bien. Donc, voyez aussi du côté de l'occasion, bien sûr, si vous avez besoin de configurations spécifiques avec beaucoup de mémoire vive ou un gros stockage et que forcément c'est hors de prix pour vous en neuf, n'hésitez pas à regarder l'occasion. Mais voilà, vérifiez bien minimum les puces Apple Silicon. Maintenant, on va plus du tout conseiller de Intel. Vous achetez des Macs avec des puces M1, M2, etc. Et du stockage sur SSD. Au niveau des machines, comme tu le disais, là on parle du stockage, puis je me rends compte dans tes notes que on parle de 256 gigas, mais que je viens de te dire que j'ai pris 8 gigas de RAM. C'est quoi de la RAM versus du stockage, Audrey? Alors le stockage, comme on l'a dit, c'est pour stocker toutes vos données, le système macOS, etc. Enfin, le système qui fait fonctionner votre appareil. Et la mémoire vive, qui est également interprétée en gigaoctets, c'est, on va dire, ce qui fait que votre Mac sera plus ou moins rapide. Donc ça n'a rien à voir avec le stockage en lui-même. La mémoire vive, ça sert à faire fonctionner rapidement ou moins rapidement le système, vos applications, ouvrir plusieurs applications en même temps. Donc en effet, ça se conjugue, on va dire, à la même sauce en gigaoctets, mais vous verrez, les Mac aujourd'hui avec des puces Apple M1, M2, etc., c'est 8, 16 gigaoctets ou 32 gigaoctets de mémoire vive, mais ce n'est pas en lien avec le stockage. Il y a une analogie que j'avais bien aimée de Guillaume Poggiespala dans Tech Café qui expliquait que, en gros, le processeur, c'est le chef cuisinier. Le stockage RAM, la mémoire RAM, c'est le frigidaire du cuisinier. Et le stockage physique de l'ordinateur, le SSD dont on vous parle, c'est le supermarché. Alors, le chef cuisinier, il s'occupe de manipuler rapidement, de faire la cuisine, mais il va des fois chercher des ingrédients directement dans son frigidaire, qui est sa RAM, et puis son stockage physique, sa grosse épicerie, c'est grâce à la grosse épicerie qu'il peut faire ses recettes puis les mettre dans son frigidaire. Fait que vous voyez un petit peu la différence. Effectivement, ça se traduit en gigaoctets, c'est la même façon de calculer l'espace, mais c'est pas du tout pour la même vocation. Alors concernant l'iPhone, là aussi c'est une question importante à se poser. Il y a des gens aujourd'hui qui ont qu'un iPhone, qui font tout sur leur iPhone, qui n'ont pas d'ordinateur ni de tablette. Yep. Donc bien sûr, là, même si le cloud est encore plus présent, j'ai l'impression, sur l'iPhone que sur le Mac, il y a des options. Mais là encore, en entrée de gamme sur l'iPhone SE, ça commence à 64 gigaoctets. Ça peut être juste si vous avez beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Alors n'oubliez pas non plus, si vous partez à l'étranger, que vous n'aurez pas forcément un forfait suffisant ou du Wi-Fi pour envoyer vos photos sur iCloud. Donc avant de partir, vérifiez l'espace restant. Si vous allez
en voyage et que vous allez filmer tous les jours, ça va prendre beaucoup de place sur votre appareil. Donc voilà, soyez vigilants lorsque vous achetez un iPhone. Donc on commence en 64 gigaoctets de stockage sur l'iPhone SE et ça monte jusqu'à 1 teraoctet sur l'iPhone 14 Pro. 1 teraoctet, faut vraiment avoir besoin, faut vraiment filmer, je pense, faire de la vidéo avec son iPhone pour avoir un espace aussi grand à utiliser. Personnellement, je prends 128 gigaoctets de stockage en général sur mes iPhones. C'est le bon compromis, je trouve, pour être assez libre au niveau vidéo, vacances, etc. Et se dire, même si j'ai pas de connexion internet, c'est pas grave, tout reste sur mon appareil. Toi, tu prends quel stockage pour ton iPhone? Alors moi, je suis team stockage de base quand j'achète mon iPhone, pour les mêmes raisons, parce que j'ai du cloud beaucoup. Mais je vais vous raconter une histoire. Quand j'avais l'iPhone 16 GB, j'étais un petit peu à l'étroit. J'ai acheté un iPhone 32 GB. Et j'ai fait, je vais pouvoir respirer. Et quelques années après, non, j'étais très à l'étroit avec 32 GB. Alors je me suis dit, le prochain, je vais prendre le double. Évidemment, c'était la base. 64 GB. Là, je suis bien. Et non, je suis encore à l'étroit. C'est important d'acheter des produits en considérant ce que vous faites aujourd'hui, mais en considérant aussi l'évolution de la technologie. Je vous l'ai dit, les photos sont de plus grosse qualité. On se transfère plus de photos. Les vidéos sont de plus grosse qualité, on se transfère des vidéos, on garde aussi d'appareil en appareil de manière incrémentale des données. Vous comprenez, quand vous avez eu l'iPhone 1, vous avez une certaine quantité de données, vous êtes tombé avec le 3, le 3GS, vous avez accumulé les photos du 1 vers le 3 et ainsi de suite. Et c'est pas nécessairement vrai, mais vous comprenez un peu l'idée, c'est que d'appareil en appareil, vous traînez un héritage technologique, un héritage de fichiers. On parlait tout à l'heure des épisodes de podcast, mais aussi les livres dans l'application livres d'Apple, que ce soit les livres audio ou que ce soit les livres physiques ou même les PDF que vous stockez là-dedans, ça a un certain poids. Alors tout ça fait que d'un iPhone à un autre, vous avez besoin de plus de stockage, mais quand vous achetez ou vous pensez à acheter votre iPhone, ne faites pas la même erreur que moi, transposez-vous dans 2-3 années avec ce même iPhone-là, pour voir si ça va tenir le coup. Alors moi, j'ai acheté le plus bas, j'ai du cloud, c'est quand même pas mal, mais quand même, je me sens étriqué. Alors le prochain, ça va pas être juste 128, c'est-à-dire le double, ça va peut-être être 256. J'aurais enfin appris quelque chose après 10 ans. Eh oui, c'est l'expérience qui nous fait comprendre, puisqu'en général, nos besoins sont à peu près les mêmes d'année en année. Alors tu vois, là, j'étais en train de regarder justement sur mon Mac, j'ai à peu près 300 gigas dans la catégorie documents. Donc quand votre Mac est votre outil de travail, vous avez énormément de dossiers, de sous-dossiers, d'images, etc., dites-vous que ça va quand même assez vite. Alors il est aussi temps que je vide ma corbeille. mais voilà, 300 gigaoctets de documents aujourd'hui en 2023 pour travailler, c'est pas non plus énorme. Il y a des gens qui ont des fichiers beaucoup plus... des quantités de fichiers beaucoup plus impressionnantes. Voilà, et surtout, voilà, le faire le bon choix lors de l'achat, c'est surtout se dire qu'on sera tranquille et qu'on pourra faire ce qu'on veut sur son ordinateur sans avoir des contraintes techniques comme ça, limitantes, qui vont nous faire perdre du temps. Alors, pour l'iPad. Oui. Alors, l'iPad, pour moi, c'est un produit encore différent parce que mon iPad Pro de 2018, je l'avais pris avec 256 gigaoctets de stockage. Et en fait, comme je l'utilise surtout pour travailler, pour faire des captures d'écran, pour tester des choses, je me rends compte que c'est beaucoup trop. Et en fait, je me suis dit, le prochain iPad, je prendrai 128 gigaoctets, ça me suffira largement. L'iPad 9, donc l'iPad d'entrée de gamme chez Apple, commence avec 64 gigaoctets de stockage, et ça monte à 2 teraoctets pour les iPad Pro, ce qui est assez énorme. Est-ce que tu utilises aussi... Est-ce que tu as une façon différente d'utiliser ton iPad que de ton Mac? Alors, j'ai essayé de produire sur mon iPad. Moi, je suis de la team qui est pas capable de produire sur son iPad. Alors, moi, l'iPad, c'est vraiment un produit de consultation. Par contre, j'ai pris un iPad avec 256 gigs. J'ai eu la présence d'esprit de pas rester à 64. J'ai pris un Pro. De toute façon, les Pros, je pense, ça commence à 128. Pour vrai, j'arrive pas à arriver à 128 gigs d'espace sur mon iPad. Ce qui veut dire que
Mon iPad, il sert vraiment à de la consultation. Alors, les sites de nouvelles, des sites de streaming, de la consultation de mails. Des choses qui, en général, vont pas prendre beaucoup d'espace sur vos appareils. Alors, streaming, nouvelles, consulter des emails. Si vous les supprimez, vous faites le bon ménage. C'est pas des trucs qui consomment beaucoup sur des appareils. Alors, pour moi, c'est vraiment pas un problème chez moi du côté de mon iPad. Toi, ton iPad, t'as pris quelle capacité? 256. Ouais. Mais pareil, je le remplis à, je sais pas, 20%, quoi. Parce que toi comme moi, je pense qu'on est la génération où on peut produire que sur un ordinateur. Écoute, on va l'assumer. Je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on avoue. Moi, j'étais en train de finaliser une formation là sur Pages, sur iPad, et je me dis, c'est génial, mais que tout me paraît compliqué. Hein. Donc voilà, pour moi, je ne suis productive et au maximum de ma productivité que sur mon Mac, et j'aurais bien du mal, parce que en fait j'ai toujours travaillé là-dessus, hein. C'est une question purement d'habitude, et les gens qui travaillent sur iPad, parce que c'est le premier appareil ordinateur entre guillemets qu'ils ont eu, c'est normal que eux, ce soit une évidence pour eux de travailler sur l'iPad. Mais voilà, toi comme moi, on va pas dire qu'on a grandi avec un Mac dans les mains, mais presque, et que du coup, voilà, c'est notre machine de prédilection. Effectivement. Au niveau d'un autre appareil que je voulais mentionner, que j'ajoute dans les notes en direct avec toi, c'est l'Apple Télé. L'Apple Télé, de stockage sur l'Apple Télé, c'est un produit que j'ai jamais vraiment compris pourquoi on avait à choisir du stockage. Alors avant la génération d'aujourd'hui, les HD et les 4K de première génération, fallait choisir son stockage. On avait du 32 ou du 64 gigabits, giga, GO, comme dit Audrey. Et puis, la seule motivation pour laquelle vous aviez besoin, alors si vous en achetez un sur le marché de l'usager, là, et que vous jouez pas sur Apple Arcade et que vous installez pas beaucoup d'applications, prenez le plus petit stockage d'une Apple Télé. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je les Apple Télé depuis le début, même les vieilles. Et puis, dans le temps, il n'y avait pas de stockage, mais les premières où on a parlé de stockage, j'ai toujours pris le plus bas et j'ai jamais eu d'autres problèmes que ça. C'est pas un appareil où on va vraiment stocker des fichiers à part des applications. Alors, si vous avez beaucoup d'applications, dans le contexte d'un salon où on écoute la télé, c'est rare qu'on a beaucoup d'applications. On évite plutôt à ressortir son iPhone ou son iPad pour aller jouer sur des applications. C'est plus des applications de télé, du streaming, de MyCanal ou des applications comme ça. Ça prend très, très peu d'espace. Ce qui va prendre beaucoup d'espace sur une Apple Télé, c'est plus si vous installez beaucoup de jeux. Et là, oui, je vous conseillerais de prendre la plus grosse. Si vous jouez beaucoup sur Apple Arcade, vous installez beaucoup d'applications de jeux sur votre Apple Télé, oui, prenez la plus grosse capacité. Et en plus de ça, l'Apple Télé a cette notion-là, c'est que il n'y a pas juste le stockage que vous devez choisir, là, c'est si vous êtes en Wi-Fi ou si vous êtes en Ethernet, en fait, en prise réseau, ça aussi, ça fait choisir une plus que l'autre. Alors, si vous avez besoin d'un fil réseau, vous prenez celle de 128 Go. Si vous avez besoin de beaucoup d'espace pour des jeux, vous jouez beaucoup sur l'Apple Télé, vous prenez la 128 Go. Mais dans tous les cas, vous prenez la 60 Go de base parce qu'elle va faire amplement le travail si vous jouez pas et si vous avez pas et si vous avez un bon Wi-Fi à la maison. Oui, c'est celle-là que j'ai pris. J'ai pris celle d'entrée de gamme. Et pareil, ayant eu des tonnes d'Apple TV, j'ai jamais eu le message fatidique. Il n'y a plus de place sur l'Apple TV. Non. Mais bon, c'est vrai que je joue pas et que j'ai peut-être une quinzaine d'applications et c'est tout, quoi. Ça reste de la consultation aussi. Alors, je voulais faire un point sur la mémoire vive puisque tu l'as mentionné tout à l'heure. Pour finir ce dossier, depuis qu'on est passé sur des Mac avec des puces Apple Silicon, on est retombé en termes de quantité de mémoire vive nécessaire, puisque la mémoire vive est intégrée dans la puce maintenant. C'est plus les petites barrettes comme on a connu. Je me souviens sur mon iBook G4, j'économisais pour acheter une barrette supplémentaire et avoir un peu plus de mémoire vive. On a connu ça, si vous avez plus de 30 ans, vous avez connu ça. Ouais. Et en fait, du coup, là, maintenant qu'on est sur des processeurs, des puces Apple Silicon, clairement, on a deux options, 8 ou 16 gigaoctets de mémoire vive.
personnellement, je conseille 16 gigaoctets parce que, encore une fois, votre Mac va vous durer des années et des années. On ne sait pas comment ça va évoluer au niveau des besoins des systèmes. Ça peut très bien devenir très gourmand d'un coup. Je sais pas, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et également pour la revente, je vous conseille également de prendre l'option 16 gigaoctets de mémoire vive. Ouais, effectivement. Faites pas comme moi. Moi, j'ai acheté un MacBook Air parce que j'en avais besoin à la maison, mais j'ai pris le plus petit d'entrée de gamme. Alors évidemment, si vous comprenez que vous serez limité dans quelques temps, puis que vous n'avez pas nécessairement l'argent, ben prenez l'entrée de gamme. Ça se pose même pas. Il y a dans les MacBooks, ça commence effectivement à 8 gigas, mais ça peut monter jusqu'à 24, je pense. De tous les tests que j'ai pu voir sur Internet par rapport à des gens qui utilisent avec beaucoup de leur portable, là, on va dire, beaucoup d'intensité leurs appareils. Celui qui est vraiment le meilleur compromis, là, c'est vraiment le 16 gigas, comme vous dit Audrey. Il y a du 24, il y a même plus. Mais pour les ordinateurs portables, le meilleur compromis, c'est vraiment le 16. Les gains de performance sont très grands entre 8 et 16, mais commande est un petit peu moins important entre 16 et en montant. Fait que c'est vraiment le bon conseil au niveau des portables. Oui. Et puis au niveau, même tu vois, moi l'iMac, j'ai pris 16. J'ai pris 16 parce que je me rends compte que je suis souvent à. Si vous ouvrez l'application moniteur d'activité sur votre Mac, vous allez voir que il y a du cache, il y a des données qui sont stockées sur le SSD en attendant parce qu'il n'y a plus de place dans la mémoire vive. Enfin bref, il y a un échange comme ça entre SSD et mémoire vive qui se fait maintenant sur les Mac. Donc il y a toujours de la place, hein, votre Mac il va pas planter d'un coup. Mais moi je suis assez surprise de voir que je peux monter facilement à 12 ou 14 gigaoctets occupés. Donc je regrette pas du tout d'avoir pris l'option 16 gigaoctets. C'est ce que j'ai sur mon Mac mini. Merci pour tous ces conseils d'achat. Audrey, avais-tu fini pour ton dossier de stockage? Oui, j'ai tout dit. Moi, je voulais juste vous faire des petits trucs pour libérer des astuces pour économiser de l'espace de stockage. Audrey vous en a donné quelques-uns tantôt. On l'a dit, mais en diagonale, un élément qui est vraiment cool chez Apple quand vous avez des produits, c'est l'intégration avec iCloud. iCloud, c'est du stockage extérieur, comme on l'a dit. Et il y a des facilités sur iCloud lorsque vous avez des produits Apple pour économiser de l'espace. Alors, de base, vous avez 5 gigas de stockage gratuit. Après ça, c'est du 200 gigas et 2 Tera. OK, c'est pas beaucoup, mais lorsque vous souscrivez à iCloud, ce qui est vraiment chouette, c'est que ce soit sur votre Mac, que ce soit sur votre iPhone ou votre tablette, automatiquement, il y a des fonctions que vous pouvez activer comme l'optimisation de stockage au niveau de la photo. Vous pouvez optimiser le stockage de vos photos, c'est-à-dire qu'il va envoyer sur le cloud, sur iCloud, vos photos, et il va en garder une petite copie très, très légère, et vous pourrez toujours avoir accès à vos photos, mais lorsque vous voudrez les éditer, tout ça, il retéléchargera la photo et vous pourrez l'éditer. Mais elle ne sera pas résidente tout le temps sur votre poste. Alors, le premier truc, si vous voulez économiser du stockage, c'est d'activer l'optimisation de stockage sur iCloud, surtout si vous avez un abonnement d'iCloud de plus de 5 gigas. Ça, c'est important. Il y a des options, je me rappelle plus très bien où dans les iPhones et les iPads, mais il y a le moyen aussi d'optimiser le stockage des applications. Il va détecter automatiquement que vous utilisez moins souvent une application et il va la supprimer. Mais vous allez avoir une espèce de petit nuage avec une flèche pour la retélécharger au moment venu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va automatiquement, avec un algorithme, il va vérifier tout ce que vous utilisez ou pas, et il va envoyer ça aussi dans iCloud. Alors ça, le bon truc, si vous n'êtes pas capable d'extensionner vos appareils en termes de stockage, parce qu'on le sait, on peut pas, c'est d'avoir un abonnement à iCloud. Hein, c'est vraiment le palliatif au manque d'espace pour des mauvais choix que vous auriez fait dans le passé. Autre truc, supprimez les choses que vous n'utilisez pas. C'est aussi simple que ça. Faites le tour dans vos fichiers que vous n'utilisez pas. Vous seriez surpris. L'application stockage, dans les réglages, allez dans les stockages, dans les paramètres, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs qui sont stockés que vous n'utilisez pas forcément. Les abonnements dans les podcasts, est-ce que vous les utilisez tous? Est-ce que vous les écoutez tous? Est-ce que vous avez besoin de garder tous les épisodes dans votre iPhone? Parce qu'il y a des fonctionnalités que vous pouvez activer dans l'application podcast pour dire, garde seulement le dernier épisode
et supprime le reste. Vous pouvez automatiser tout ça. Alors, supprimez ce que vous n'avez pas besoin. Un endroit aussi où on stocke beaucoup de trucs, mais on s'en rend pas compte, un emplacement où on sauvegarde des choses et on s'en rend pas compte et que ça prend de la place, c'est iMessage. À chaque fois que vous envoyez une photo, vous recevez une photo, une vidéo, un fichier dans iMessage, il va le stocker dans iMessage. Il y a moyen d'aller vider ça, cet espace-là. Les téléchargements aussi, on s'en rend pas compte, surtout sur iPad et sur iPhone, allez dans l'application Fichier. Tout ce que vous téléchargez à partir de Safari se retrouve dans Mes téléchargements, dans Téléchargements. Et des fois, on en a beaucoup plus qu'on pensait. Alors, allez vider ça, c'est des choses où vous n'avez pas nécessairement besoin. Les fameux courriels avec des pièces jointes. Est-ce que vous avez besoin de tous les sauvegarder? Réfléchissez à ça parce que des fois, ça peut peser son poids. Vous pouvez aussi nettoyer les caches d'applications. Alors, certaines applications accumulent des fichiers temporaires. Exemple Netflix. Vous pouvez télécharger dans Netflix des vidéos pour les écouter plus tard. Amazon Prime, Disney+. Mais si vous les écoutez pas ou vous les avez écoutés puis vous les avez encore conservés, c'est de l'espace perdu pour rien. Abonnez-vous à des services de streaming. C'est des endroits où vous allez pouvoir économiser de l'espace. Au lieu de télécharger vos vidéos à partir d'iTunes, peut-être que vous allez pouvoir vous abonner à Netflix ou Spotify, par exemple, puis vous allez pouvoir juste écouter en fonction de votre abonnement 5G, par exemple. Les fichiers volumineux, vous pouvez, sur un Mac, les transférer sur un disque dur ou sur une clé USB. Alors là, faites attention parce que juste une copie d'un fichier, c'est pas très très bon, mais il y a des façons d'envoyer ça sur des disques durs clé USB. Mais ça existe aussi pour iPhone, iPad. Vous pouvez transférer des fichiers directement sur des clés USB adaptées pour ça. Il y a des clés certifiées Apple pour un iPad et un iPhone. Les nouveaux iPads maintenant, c'est beaucoup plus simple. C'est la même prise que ce que vous avez sur votre Mac Mini, par exemple, ou votre MacBook Air, c'est une USB-C. Vous pouvez transférer des fichiers. Et encore là, c'est dans l'application Fichiers que vous allez retrouver tout ça. Il y a des applications pour vous aider à nettoyer. La plus connue, Clean My Mac, qui va vous aider à nettoyer sur vos Mac. On fait pas de publicité, on n'a pas d'argent d'eux autres. Moi, j'utilise personnellement l'application CCleaner. Je sais qu'au niveau éthique, tout ça, il y a des enjeux. Alors moi, je vous conseille de l'installer, de faire le nettoyage et de supprimer CCleaner après. Mais il y a plein d'applications pour vous aider à faire du ménage. Et puis, vérifiez de manière régulière votre stockage. Parce que des fois, on oublie. Puis on accumule. Puis quand le moment est important, on a un gros fichier, un gros téléchargement, là, on peut pas faire le ménage dans ces moments-là. Alors, prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre stockage dans les réglages de votre iPad et iPhone et dans les préférences sur votre Mac. Ça fait un peu le tour des trucs que je voulais vous donner au niveau du stockage. En avais-tu d'autres, Audrey? As-tu des vidéos? Je pense que tu as des vidéos qui nous expliquent comment gérer tout ça. Hein? J'ai mieux que ça. Sur ma plateforme de formation, j'ai une rubrique qui s'appelle « Faire du tri ». Faire du tri, et du coup j'ai une formation complète sur trier, ranger, organiser votre Mac. Pas seulement faire du tri, mais mettre une arborescence en place, savoir s'organiser, faire des dossiers, des sous-dossiers, des dossiers intelligents, enfin bref. Il y a plein de choses qui peuvent nous simplifier la vie sur Mac. Et j'ai aussi des formations, trier ses mails, trier ses photos. En fait, toutes les thématiques du tri sont abordées sur ma plateforme de formation. Donc si vous savez pas par où commencer, si vous avez besoin d'aide, vous allez sur Apple avec Audrey et vous cliquez sur faire du tri. Et vous allez voir en fait que c'est pas si compliqué. Non. Ça, c'est pas non plus si chronophage que ça. Et surtout, moi, ce que je vous transmets, c'est des nouvelles habitudes d'organisation pour éviter de reproduire cette accumulation dans les années à venir. Effectivement. Donc, tu mettras les liens de cette formation-là dans les notes de l'émission. Oui. Audrey, pensée et réflexion personnelle du mois, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi, je voulais vous lire un extrait d'un livre que je viens de finir qui s'appelle Betty, de Tiffany McDaniel. Alors c'est un livre coup de cœur qui est très poétique et très dur à la fois. C'est sur la vie, une vie de famille en fait, et sur une petite fille qui s'appelle Betty. Et qui est un peu... Ils vivent un peu en marge de la société parce que on est dans les années 50.
Sa mère est blanche et son père est cherokee. Et du coup, ils sont un peu marginalisés de par leur couleur. Et il y a toute la magie de l'esprit des Cherokees et il y a toute la réalité des Blancs et des familles des Blancs. Et il y a toute une vie de famille comme ça qui est aussi dure et incroyable qu'est la vie, en fait. Et je voulais vous lire un petit extrait. La pensée m'est alors venue qu'être enfant, c'est savoir que le balancement du berceau nous approche et en même temps nous éloigne de nos parents. C'est le flux et le reflux de la vie qui, tour à tour, nous pousse vers les autres, puis nous écarte, peut-être dans le but de nous permettre d'acquérir la force nécessaire pour affronter l'instant où, ce mouvement de balancier nous aura tellement éloignés de la personne que nous aimons le plus qu'elle ne sera plus là quand nous reviendrons vers elle. Voilà, c'est un extrait de ce livre qui fait 700 pages que j'ai dévoré, c'est un livre magique. Donc si vous cherchez un bon livre, une belle histoire, avec certaines scènes difficiles, mais bon, c'est la vie, n'hésitez pas à lire Betty de Tiffany McDaniel. Est-ce qu'ils abordent les problèmes de... j'imagine, là, tu l'as dit, mais tout le racisme qu'il y a pu avoir au niveau des membres des Premières Nations dans les années 50. Oui. Eh bien, je vous l'apprendrai pas, mais il y a encore des problèmes au niveau des membres des Premières Nations. C'est comme ça qu'on les appelle. Hein. C'est pas des Indiens, c'est des membres des Premières Nations en Amérique du Nord sur le racisme. Et moi, j'ai eu la chance l'été dernier d'assister à une conférence justement dans une tribu, là, un endroit là où il y avait des gens des Premières Nations. Et on a été des vrais salauds en Amérique du Nord avec les Indiens. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les médias, mais l'Église n'a pas été ce qu'elle devait être à une certaine époque. Écoute, on a eu des pensionnats où on a tué des enfants chez nous. Faut s'en rappeler. On a eu... ils nous expliquaient que les religieux envoyés dans les villes, dans les villages, en fait, des membres des Premières Nations, exprès des couvertures avec des maladies dedans pour les exterminer. Alors, c'est difficile, hein? Mais on a eu une Deuxième Guerre mondiale, mais on a fait aussi les mêmes saloperies avec les membres des Premières Nations ici en Amérique du Nord. Et ça, si vous le savez pas, c'est tous ces beaux livres-là qui peuvent peut-être vous les rappeler. Oui. Et puis Betty, c'est vraiment l'histoire d'une petite fille jusqu'à sa majorité et on voit tout ce qu'elle traverse, notamment par sa couleur de peau, tout ce que ses parents subissent, le fait d'être en couple, dans un couple mixte. Donc c'est très dur, mais à la fois très poétique parce que le père de Betty est un homme qui voit de la magie partout et qui lui transmet l'esprit Cherokee et c'est... Waouh, c'est incroyable, quoi. Enfin, là, j'ai des frissons rien que d'en parler parce que ce livre, ça a été vraiment mon coup de cœur depuis le début de l'année, là. Donc, voilà. Je vous le recommande chaudement. Ben, moi, je vais y aller dans la même lignée, puis après ça, je vais... Il y avait une phrase dans la conférence quand j'avais parlé l'été dernier à un des membres des Premières Nations qui nous expliquait... On était dans le coin de Robertval, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le nord, à peu près au centre du Québec, là, si vous regardez la carte. Puis il nous expliquait, il disait, vous êtes vraiment bizarre, vous. Et puis ça peut vous shaker, ça peut vous inconforter, ce que je vais vous dire, mais vous êtes vraiment, vous, bizarre, vous, les Blancs. Il dit, vous avez une relation bizarre avec les objets et tout ce qui vous entoure. Il nous a dit, nous, on appartient au monde, puis je pense que je l'ai déjà dit à l'émission, parce que vous voulez tout vous approprier, puis vous voulez que tout vous appartienne. Et on a beaucoup de choses à apprendre des autres nations, des autres cultures, et celle-là, moi, je l'avais retenue. Alors, oui, je vais peut-être passer à l'achat de ce livre-là. Merci beaucoup pour ce partage. Je t'en prie. Bon, on va aller un peu dans la bonne humeur, la joie, et on va changer un petit peu. Là. On était très, très profond. Là. On va aller un petit peu moins profond dans le... C'est dur de passer après ce qu'on vient de dire à ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas grave, je vais le faire quand même, je vais oser. C'est le retour de Ted Lasso.
Alors, si vous avez besoin de bonne humeur, d'une moustache joyeuse qui vous réconforte, ben c'est le moment. La 3e saison est arrivée. Ted Lasso est là. Alors, ben, consommez sans modération. Je pense que c'est une des téléséries qui me fait le plus de bien quand je l'écoute. Ouais. Quelqu'un de bonne humeur et toujours de bonne humeur, et ça, c'est fou. Ouais, et de positif. Ouais. Et voilà, qui a une vision des choses totalement en dehors de la majorité. Et ça fait du bien. Et c'est pour ça que la prise de recul qu'il a quasiment tout le temps et immédiatement, c'est hyper intéressant. Et du coup, on peut l'appliquer, nous, même si c'est qu'une série télé, entre guillemets, cette mentalité, cette façon de voir la vie. J'y pense souvent depuis que j'ai vu Ted Lasso et je me dis, c'est tellement bénéfique de voir les choses comme ça et de pas tout prendre au premier degré, de pas tout prendre instinctivement, en fait, de prendre du recul. Et ouais, la saison 3 de Ted Lasso, alors on a un épisode par semaine, je suppose, encore. Oui, on n'a qu'un épisode par semaine, mais encore une fois, Ted est aux commandes de l'AFC de Richmond et va nous donner des bons conseils de vie à tous ses joueurs et nous par la même occasion. Bref, je me réjouissais de vous partager le retour de Ted Lasso, 3e saison. Je pense que je suis pas le seul à l'attendre. Audrey, oui. Si on veut nous aider pour le podcast, ben on le sait. C'est 5 étoiles sur iTunes avec un beau commentaire, puis ça nous fait plaisir. C'est un partage dans votre famille, dans votre réseau. Mais c'est aussi et surtout le gros bouton jaune qu'on retrouve où, Audrey? Le bouton faire un don, le fameux bouton jaune est disponible sur applediff.com. Vous pouvez nous soutenir à partir de 1 euro jusqu'à des milliers d'euros si vous voulez, hein, on accepte tout. Mais 1 euro par auditeur, ça serait déjà pas mal. Alors, on tenait à remercier cette fois-ci Thierry, Daniel, Jacques-André, Bernard, Guillaume, Yves, Clément, Kevin et à nouveau Yves. Merci beaucoup pour vos dons, que ce soit des dons ponctuels, mensuels ou annuels. Vous avez joué le jeu, ça nous fait super plaisir, donc n'hésitez pas à continuer et à soutenir votre podcast préféré. Merci à tous. Merci Audrey et tu nous as parlé que tu avais les formations, mais juste avant de quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver pour nous dire qu'on apprécie tes formations, pour suivre tes nouvelles publications, tes nouvelles formations? Sur Twitter et Mastodon, @AudreyCoulot, et sur Apple avec Audrey.fr. Et toi, Matt, on peut te retrouver où? Profduweb.com, vous avez tous les liens qui vont bien et mes autres podcasts. Et on se retrouve dans 2 semaines, Audrey. Salut tout le monde. Avec plaisir, à bientôt.